Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire, donc vous l'aurez vu dans le titre je pense. Si c'est le sujet de la vidéo, à savoir mon bilan lecture en 2025 qui vous intéresse, je vous mettrai un timecode en bas comme ça, vous sautez la partie blabla, mais j'ai quand même envie et besoin de faire une partie blabla avant, pour remettre un peu les choses dans le contexte. En gros, cette chaîne YouTube, je l'ai commencée quand je suis partie en Norvège en 2021, où je faisais des vlogs parce que le contexte s'y prêtait, puis j'aimais bien ça. Mais en fait, ce que j'aimais surtout, c'était faire des vidéos. Et quand je suis revenue, j'ai arrêté. Je sais pas trop pourquoi, parce que je pensais que ce que j'allais raconter, ça intéressait personne. Mais là, je me suis dit, j'en ai un peu marre de me poser plein de questions et tout, ça me fait plaisir de le faire, du coup je vais le faire. Si ça intéresse, tant mieux, si ça intéresse pas, tant pis, j'aurais passé un bon moment à faire cette vidéo. Comme ça fait un moment que j'en parle, j'ai eu plein de super trucs pour mon anniversaire, notamment ce petit micro, donc maintenant faut le renta. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai envie de partager plein de choses, et dans ce plein de choses, il y a des livres, il y a des cozy games, parce que je joue beaucoup Animal Crossing, il y a de la culture, il y aura toujours des vlogs, parce que j'ai des vlogs à monter et à sortir, et voilà, plein de choses, donc on verra, j'aimerais bien être plus régulière aussi, et du coup, ça commence maintenant. Alors, pourquoi faire un bilan lecture 2025 et revenir avec ça? Parce que revenir, j'ai jamais été vraiment sur YouTube, hein, je sais pas pour qui je me prends, mais du coup parce que j'étais une grande lectrice et que j'adore partager, raconter ce que je lis et tout ça. Mais les choses ont fait que j'ai complètement arrêté de lire et je pense qu'en 2024, j'ai lu 2 livres à tout casser. Du coup, en 2025, début 2025, je me suis dit, allez, cette année, je me le fais un livre par mois. Alors pour certains, c'est pas beaucoup, pour d'autres, c'est énorme. Pour moi, je pense que c'était ok, parce que je fais 1 milliard d'autres choses à côté. Et cette année, j'ai quand même fait 2 expos photos. Je suis partie 10 jours en bateau, je travaillais aussi à côté. Je fais plein d'activités manuelles aussi, donc voilà. Et je lis moins vite qu'avant. Puisque c'est normal, vu que mon cerveau est désentraîné. Et puis que je passe beaucoup trop de temps à scroller sur les réseaux sociaux, ok? Ça me prend à la fois mon énergie et ma concentration. Du coup, je me suis dit, 12 livres, c'est faisable. Et c'était largement faisable, puisqu'au final, cette année, j'ai lu 27 livres. Du coup, je vais vous en parler maintenant, ça va être plus ou moins dans l'ordre de lecture, sachant que j'ai pas tout avec moi. Ici, je n'ai que cela. Et cela, parce que j'en ai prêté, on m'en a prêté, j'ai déménagé entre temps aussi et j'en ai emprunté à la bibliothèque aussi. Alors on va commencer avec Quand on eut mangé le dernier chien de Justine Niogré. Quand on eut mangé le dernier chien, c'est l'histoire de 3 explorateurs qui partent en expédition et qui doivent cartographier le sud. On se doute qu'à cette époque, les conditions c'était pas du tout les mêmes que maintenant, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de connaissances. Donc c'est très prenant. Je pense que Justine Niogré, l'auteur, elle a dû faire pas mal de recherches et tout parce que on est vraiment pris dans l'histoire, même sans connaître quoi que ce soit de la cartographie, de ce genre d'expédition. C'est un livre qui m'a beaucoup plu. Le premier chapitre, je me suis dit, oula, je suis pas sûre d'accrocher, et puis au final, impossible de le lâcher. C'est un livre qui est bien écrit, qui prend aux tripes, on a envie de savoir, on a de l'espoir pour ces personnages qui sont perdus dans le sud du coup, qui enchaînent les catastrophes, qui perdent des chiens, qui perdent leur matériel. Donc, je ne vais pas trop en dire, mais j'ai prêté à une copine et c'est pour ça que je ne l'ai pas. Mais elle a adoré et elle est plutôt d'accord avec mon avis. On n'est juste pas d'accord sur la fin, mais il faut le lire pour comprendre. Voilà. Ensuite, le deuxième livre, c'est Les voleurs d'innocence de Sarah Walker. J'ai adoré. C'est aussi un livre qu'on m'a offert. C'est l'histoire de 6 sœurs qui ont toutes des prénoms de fleurs et qui vont mourir mystérieusement les unes après les autres. Ça se passe dans les années 50 aux États-Unis. Et l'histoire, elle se passe un peu en 2 temps. Donc il y a le présent et le passé. Dans cette famille, il y a une espèce de malédiction qui font que les filles vont mourir les unes à la suite des autres d'une maladie un peu étrange et on ne sait pas ce que c'est.
J'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai retrouvé ce que j'aime beaucoup dans l'écriture d'Edgar Allan Poe, tout en ayant une séparation dans le sens où Sarah Walker a quand même sa patte d'écrivaine et du coup ça change beaucoup, mais c'est plus cet univers, cet aspect un peu macabre avec une mort omniprésente et vraiment c'était incroyable et voilà, je conseille. Le troisième livre que j'ai lu, c'est Reine de cœur de Akira Mizubayashi. Du coup, c'est encore une fois, c'est une histoire en 2 temps, avec passé, présent. On suit Jun et Anna qui sont séparés par la guerre parce que Jun doit retourner au Japon pour s'engager dans l'armée. Et de l'autre côté, Mizune et Otohiko qui sont rapprochés par leurs histoires familiales. C'est un livre qui est très poétique malgré les horreurs. Vraiment, il y a des choses, des descriptions qui sont horribles à lire. Pareil, c'est très bien écrit, c'est hyper immersif. Ce livre, j'ai trouvé qu'il avait un excellent rythme de lecture, qu'il y avait une place prépondérante pour la musique qui fait que j'ai encore plus accroché, tout en gardant les aspects historiques et horrifiques, encore une fois, de la guerre. Reine de cœur, je conseille. J'ai juste un tout petit peu été mitigée sur la fin. Vous allez voir que je dis ça beaucoup. Mais pareil, il faut lire pour comprendre parce que j'ai pas envie de spoiler la fin, mais le dénouement ne m'a pas plu. Il me pose des questions morales et éthiques. Voilà, si vous voulez tout savoir. Après, j'ai lu Sur des mers sans pitié, L'œil du dieu serpent. C'est un livre de Eliane Jolm et c'est une autrice française ou belge. Je pense que c'est belge parce que je l'ai acheté au Salon du Livre de Mons. Mais c'est des histoires de piraterie où on va suivre notamment la capitaine Antiope. Et en parallèle de ça, il y a des malédictions un peu mystiques, tout ça. Alors, sur le papier, c'est exactement tout ce que j'avais envie de lire, tout ce que j'aime dans l'aventure. Ça partait vraiment bien, j'étais très... Puis parce que on me l'a bien vendu aussi. Mais au final, j'ai trouvé l'écriture vraiment très lourde, très très lourde. C'était lent, c'était plein de clichés, c'était aussi des mélanges de langage que j'ai pas aimé. Donc il y avait un aspect hyper spécifique au monde de la piraterie et d'un autre côté, des gens qui parlaient comme on parle aujourd'hui, quoi. Donc j'ai pas du tout aimé. Vraiment, j'ai mis 1 étoile sur 5 et c'est parce qu'on peut pas mettre 0 étoile et puis parce que je me sentais mal de mettre 0 étoile aussi. C'est le premier tome d'une saga, mais ça me donne envie de lire la suite et en même temps, j'ai juste envie de connaître l'histoire. J'ai pas envie de tout lire parce que vraiment l'écriture est lourde. L'écriture était très lourde. Après, je me dis peut-être que je ne suis plus le public pour lire ce genre de livre, que c'était peut-être plus jeunesse, mais il y a du potentiel, mais il manque quelque chose à l'écriture, je dirais. Le livre suivant, c'est La Reine du Noir de Julia Barthes et Laurent Bosc. J'ai adoré. C'était vraiment incroyable. C'est l'histoire de 5 filles qui sont invitées au manoir d'une autrice super célèbre pour faire une retraite d'écriture. Dans ces 5 filles, il va y avoir le personnage principal ainsi que son ancienne meilleure amie qui elles se sont disputées avant et elles se retrouvent à ce moment-là. On est donc dans un manoir perdu au milieu de nulle part. Une autrice célèbre qui offre à 5 filles la possibilité de venir y faire une retraite pendant 1 mois. Et tout semble hyper idyllique, vraiment le rêve, c'est une opportunité de malade, il faut pas la rater. Et en fait, finalement, le rêve tourne un petit peu au cauchemar à la moitié du livre, je dirais, où il y a un plot twist. Et à partir de ce moment-là, impossible de lâcher le livre. En fait, déjà, avant ça, ça me plaisait énormément parce que l'écriture est super fluide. Ça regroupe vraiment tout ce que j'aime, l'idée d'une retraite d'écriture, d'être entourée d'écrivains, le rôle d'un mentor. Vraiment, tout l'univers qui est créé autour, dès le début, il est hyper immersif. Et ensuite, ça bascule. Et là, il y a tellement de suspense tout le long que c'est impossible de lâcher. Enfin, il y a quand même 2-3 longueurs dans le dernier quart du livre, je dirais. J'ai également lu les 2 tomes d'Histoire de guerre et Histoire de guerre, les héros oubliés de Mamie Twink. Ça faisait très longtemps que je les avais et ils étaient à ma petite sœur. Et enfin, ils sont toujours à ma sœur d'ailleurs. Et en fait, juste avant de déménager, je me suis dit, allez là, il faut que je
vide un maximum les livres que j'ai empruntés parce que comme ça je les ramène pas ici. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, Mamie Twink, c'est des youtubeurs que je suis depuis longtemps et qui ont un sens de la narration assez incroyable. Et j'adore les histoires de guerre, donc voilà. Puis c'est bien d'avoir des petits formats d'histoires qui s'enchaînent parce que ça permet de faire une pause si on n'a pas envie de tous les lire d'un coup. Et si on est juste intéressé par le sujet sans avoir forcément envie de tout lire. On va passer au premier roman graphique de ce bilan qui est Himawari House de Harmony Baker. On suit l'histoire de Nao qui est née au Japon et qui a déménagé aux États-Unis. Toute son enfance, elle a repoussé sa culture parce qu'elle avait besoin de s'intégrer et avant d'entrer à la fac, elle s'est dit bon, allez là, je fais un petit voyage au Japon pour renouer avec ses origines. Et elle va intégrer une espèce de colocation dans laquelle il y aura 4 autres personnes qui vont chacune lui apporter des réponses à ses questions. Questions conscientes ou inconscientes d'ailleurs. J'ai adoré parce que c'est multiculturel. On a du coup Nao qui est américaine, qui ne parle pas très bien japonais. On a des japonais, enfin américaine. Elle a grandi aux États-Unis et du coup elle parle pas japonais. On a une coréenne, on a des japonais. Et ce que j'ai adoré, c'est dans l'écriture, alors je sais pas si on va voir, mais en gros, il y a souvent des traductions et tout, c'était vraiment bien. Puis c'est un comic of age et c'est mon genre de film et de livre préféré. Vraiment préféré, top 1. Du coup, j'ai adoré. Puis les personnages, ils sont tous attachants. Les dessins, j'aime beaucoup le style. C'est facile à lire. Très facile à lire. Et voilà. Je recommande, au cas où c'est pas clair. Pour la première fois de ma vie, j'ai rattrapé quelque chose que j'avais manqué dans mon adolescence, Nana. J'ai lu les 4 premiers tomes, ensuite j'ai regardé l'anime et après j'ai rattrapé à partir du tome 12 pour pouvoir continuer la suite de l'histoire. Alors j'ai fini hier, sachez que j'ai envie de crever, ok? Voilà, parce que le manga n'est pas fini. L'histoire de Nana, c'est 2 filles qui s'appellent toutes les 2 Nana, qui vont se rencontrer dans le train pour aller à Tokyo et qui, par le plus grand des hasards, vont se retrouver à faire une colocation. J'ai adoré parce que je pense qu'on retrouve un peu cette idée de coming of age parce qu'elles sont quand même assez jeunes. Elles ont la vingtaine quand elles arrivent au Japon, à Tokyo. Et il va se passer plein de trucs, sachant qu'une des nanas, elle est dans un groupe de musique, que son mec, qu'elle n'a pas vu depuis 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus, est dans un autre groupe de musique. Enfin, voilà, j'adore. Le style vestimentaire, j'adore. La musique, j'adore. Le côté punk, j'adore. C'est vraiment très bien. Et puis, ça traite aussi de problématiques assez importantes comme à quel point c'est dur d'être célèbre et de gérer une carrière artistique. Surtout quand on est propulsé comme ça d'un coup sur le devant de la scène. Ça parle de drogue aussi, de relations toxiques. C'est beaucoup plus deep que ce que je pensais, Nana, mais j'ai adoré. Je suis vraiment dévastée par la fin actuelle et par le fait qu'il n'y ait pas de suite. Voilà, je vais lire des fanfictions, je pense, pour avoir une suite. Humanimal, le secret de Murphy de Amy Letertre. Amy Letertre, c'est une youtubeuse que je suis depuis que je suis au lycée, donc ça fait 10 ans. À l'époque où elle faisait des tutos make-up FX. Voilà, c'est une personne que j'ai adorée pendant très longtemps, que je trouvais hyper inspirante. Alors je peux la repasser parce que je la suis plus, mais quand j'ai vu qu'elle a sorti un livre, je me suis dit que ça avait l'air vraiment cool. Je l'ai vu par hasard en librairie. Le résumé donne envie. Le fait que ce soit un autre monde, je me dis let's go, un truc encore une fois immersif, mais que ce soit un univers inventé de toutes pièces avec des humains asservis par des animaux qui ont muté pour devenir un peu des dirigeants. L'idée était vraiment cool. Je pense que l'histoire est cool aussi. Mais purée, c'est tellement plein de clichés. C'est plein de clichés. L'héroïne un peu faiblarde qui va se transformer d'un coup et devenir super forte, qui va découvrir plein de choses, et qui va un peu se rebeller et tout.
Je sais pas si c'est que je suis encore trop vieille pour lire ça ou pas, ou si c'est plus le style d'écriture. Parce que y a eu à la fois beaucoup de longueur et en même temps des choses qui méritaient d'être développées qui l'étaient pas. Donc, par exemple, je sais plus, à un moment, elle s'énerve, Murphy. On va juste nous dire, elle s'énerve. On va pas nous dire, elle arrache tout, elle se débat. Non, juste elle s'énerve. C'est écrit comme ça, la phrase c'est elle s'énerve. Bon, Amy, je sais pas, fais un petit effort s'il te plaît. Après, il y avait du potentiel et c'est aussi une saga. Et j'ai envie de lire la suite. Livre suivant, The Penguin Lessons de Tom Michel. C'est basé sur une histoire vraie. Tom Michel qui part en Argentine pour être, c'est pas réellement surveillant, mais c'est un peu ça, dans un lycée avec un internat où c'est un petit peu des jeunes privilégiés, à l'échelle de l'Argentine évidemment, qui part en vacances et qui va sauver un pingouin en Uruguay. Donc il va le sauver parce que il y a un cargo qui s'est échoué et du coup ça fait des nappes de pétrole et donc c'est le seul pingouin de sa colonie qui survit. Du coup on va suivre son retour jusqu'en Argentine, les galères qu'il va avoir dans les transports, les rencontres qu'il a parce que c'est quand même pas commun de croiser un mec qui se balade avec son pingouin. Il va aussi le ramener dans le lycée, il va le garder, il avait prévu de le mettre au zoo, sauf que quand il s'est rendu compte des conditions, il s'est questionné et il y a vraiment pas mal de questionnements à la fois écologiques et éthiques sur la captivité des animaux dans les zoos. Et parallèlement à ça, il va aussi parler de l'impact que son pingouin va avoir eu sur tous les élèves de l'internat. Et même plus que ça, parce qu'il le fait garder par d'autres personnes quand il s'en va, etc. etc. Et c'est vraiment bien. C'est un livre un peu philosophique, mais de la philosophie légère, qui ne demande pas trop de se creuser la tête et qui met en avant surtout comment des petites choses peuvent avoir des grands impacts sur la vie des autres. J'ai également lu Jack London et les contes des mers du Sud. C'est un recueil de contes, oui c'est dit dans le titre, qui se passent tous sur la mer, enfin en mer, ou dans des villes portuaires. C'est vraiment bien ça. C'est vraiment sympa, j'adore Jack London, je trouve qu'il a une écriture très fluide. C'est hyper intéressant de lire autre chose que Cro-Blanc ou L'Appel de la Forêt. J'adore L'Appel de la Forêt, c'est un de mes livres préférés, mais c'est à peu près tout ce que j'avais lu de Jack London. Et puis j'adore les aventures en mer, donc je recommande. Et puis encore une fois, c'est un peu comme Histoire de guerre, comme c'est des petits récits qui se suivent, on peut aussi juste lire un petit conte et puis lire autre chose, puis revenir à un conte, puis lire autre chose. Mais pour ça, il faut aimer laisser un livre pas fini dans sa pile de choses à lire. Après, j'ai lu Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq. Ça, c'est un ouvrage un peu de recherche plutôt qui va retracer l'existence des femmes et la place des femmes dans la société depuis la préhistoire. Donc c'est de la recherche féministe, mais sans mettre en avant les mouvements féministes. Et c'est hyper abordable comme lecture. C'est vraiment très intéressant de savoir, de comprendre comment les femmes ont évolué dans la société depuis des siècles et quelle est leur place maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire. Beaucoup, je spoil. Mais je recommande. J'ai juste pas aimé la préface parce que je ne suis pas d'accord avec cette personne, mais sinon tout le reste de recherche et factuellement c'est très intéressant. On va maintenant à l'encontre du féminisme avec Jane Birkin et son Monkey Diaries. Ça, c'est ma mère qui me l'a donné en me disant « Tiens, Jane Birkin et Monkey Diaries, parfait pour toi !» Alors autant sur les singes, j'ai compris parce que c'est mon animal préféré, autant Jane Birkin, j'ai jamais eu d'intérêt pour cette femme et j'en ai toujours pas. Jane Birkin, elle est dans une relation toxique, enfin elle était dans une relation toxique aussi, mais en encensant son mec. Genre Serge Gainsbourg, là, je le déteste. Je le déteste, ok, je le trouve insupportable, je le trouve même pas talentueux comme mec. J'ai vraiment aucun intérêt. Elle passe son temps à pleurer dans son livre et à dire « Ah, mon Serge, on s'en fout de Serge, ok. Enfin vraiment, c'est nul, ok. Si vous n'avez pas compris, c'était pas très intéressant. J'ai quand même tout lu parce que je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un plot twist ou qu'il va quelque chose, enfin un plot twist non, mais quelque chose qui va me faire la comprendre et avoir plus d'intérêt ou non. Avant-dernier ouvrage, un roman graphique donc Impénétrable de Alix Garin.
Si vous êtes un peu intéressé par tout ce qui est lecture, roman graphique, bande dessinée, tout ça, c'est impossible que vous soyez passé à côté parce qu'il a vraiment été partout. Et d'un côté, je comprends pourquoi. De l'autre côté, je suis un peu plus mitigée. Mais il était hyper intéressant parce que il parle de l'errance médicale, de conséquences psychologiques, de dynamique de couple. Au-delà des sujets qui sont abordés, je trouve que les illustrations de Alix Garin, son style, sa façon de dessiner sont des choses qui me parlent. Je trouve que c'est facile de comprendre ce qui se passe. C'est des pages qui sont alternées avec plein de détails comme rien. Il y a une vraie recherche visuelle, un vrai travail visuel qui est fait pour faire ressentir des choses au lecteur et qui doivent certainement traduire comment se sentait Alix tout au long de son parcours. C'est une histoire hyper instructive qui remet en question plein de choses, mais qui donne pas envie de se foutre en l'air une fois qu'on a fini de le lire. Juste, on se dit waouh, il y a quand même des sujets qui méritent plus de recherche. Et le dernier livre que j'ai lu cette année, c'est Le Rocher de Tanios de Amin Maalouf. C'est ma mère qui me l'a passé, encore une fois, mais cette fois-ci, elle ne s'est pas trompée. J'ai adoré. C'est hyper poétique et cru à la fois. L'écriture de Amin Maalouf, elle est très fluide, elle est très immersive aussi parce que ça se passe au Liban et il va utiliser plein de mots, de termes et de concepts aussi libanais. Et il y a aussi une touche historique qui va nous faire qu'on accroche directement. C'est un narrateur externe qui va nous raconter toute l'histoire de Tanios à travers ses recherches, ses récits d'enfance, ses rencontres aussi. On va suivre Tanios qui est un enfant du village particulier, je peux pas vous en dire trop parce que sinon je vais vous spoiler, qui est à la fois la malédiction et le sauveur de son village. Donc voilà. Ah, c'est tombé. Voilà pour ce bilan 2025 de lecture. Des choses vraiment très bien, d'autres vachement moins. Pour 2026, j'ai pas d'objectif. J'ai juste envie de continuer à lire sans faire de la lecture quelque chose de performatif. Alors qu'avant je faisais beaucoup ça, genre je me définissais par le fait de lire. J'espère que mes recommandations vous auront plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est hyper dur de faire des débuts et des fins de vidéo, je trouve.